Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Si vous êtes Marseillais, ça ne peut qu'aller bien puisque l'OM se qualifie au terme d'un 16e de finale assez fou. On est là ce soir pour le débriefer, un match qui était assez dingue que j'ai particulièrement savouré, on va dire ça comme ça. J'ai plutôt kiffé ce match, il était télévisuellement assez cool. Après il y avait pas mal d'erreurs techniques, tout ça, on va y revenir. Et on va peut-être commencer par rappeler dans quel contexte l'OM recevait le Shakhtar. Parce que c'est vrai que le contexte était très spécifique, très spécial. On a appris cette semaine la fameuse nomination de Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'équipe titrait ceci. La valse à 1000 temps. Voilà, donc Jean-Louis Gasset, qui est, je crois, le deuxième du coup entraîneur plus vieux de la Ligue 1. Bologna étant le premier. Bon, c'est le quatrième entraîneur pour Marseille sur cette saison. Marcelino était le premier, et puis après il y a eu cette intérim là un petit peu bizarre, je crois, avec c'était monsieur Abardonado, excusez-moi, je me souviens plus du nom. Et puis après il y a eu Gattuso qui avait un des pires bilans en termes de points, un des pires bilans comptables en termes de points de l'OM. Et puis, depuis le 20, c'est Jean-Louis Gasset qui a été nommé entraîneur. Pablo Longoria très content, pourtant ce choix-là, il a tout d'une déchéance, je sais pas, presque un aveu de faiblesse. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà, c'est une mission sauvetage pour Jean-Louis Gasset. Mission sauvetage pour essayer justement de, on va dire, sauver les meubles, parce que c'est ce qui est faisable à l'OM. On peut pas faire plus, la saison est déjà ruinée, elle a été ruinée une première fois avec le premier aveu de faiblesse quand Marcelino a quitté le club, puis Gennaro Gattuso, le choix n'était pas le meilleur en vrai sur le papier, en tout cas c'est ce que disaient les supporters de Naples, et puis bon maintenant c'est Jean-Louis Gasset, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas il faut dire que ça démarre bien parce que l'OM, même s'ils gagnent ce match-là et qu'ils se mettent en confiance, il faut dire que leur année 2024 jusqu'à là, elle était plutôt cataclysmique. L'OM, ils avaient plus gagné de match depuis ce 32e de finale en Coupe de France contre Thionville. Thionville, c'est une équipe de N3, et donc sur cette année 2024, ils avaient gagné aucun match, puisqu'après, avant c'était un match, c'était le déplacement à Montpellier, où ils avaient fait 1-1, un match que j'étais d'ailleurs allé voir au stade. Et puis après, il y avait eu ce nul à Strasbourg, cette défaite au penalty, pas dans le jeu, mais au penalty contre Rennes, cette défaite contre Lyon, ce match nul contre Monaco. Ok, bon, Monaco, on peut se dire que c'est une des grosses équipes au championnat, mais derrière, il y a le nul contre Metz qui joue le maintien, et bon, la défaite à Brest de ce week-end, même si Brest, cette année, ça joue super bien. Bon, voilà, l'OM se déplaçait dans un contexte, enfin, l'OM recevait le Shakhtar dans un contexte assez compliqué, et ils ont réussi à le faire. Mission impossible pour Gasset, pas tellement que ça, puisque du coup il gagne. Mais bon, il faut quand même dire que tout était très compliqué avant la réception du Shakhtar. On a évoqué là ce contexte-là compliqué, des résultats. C'est même pas en dents de scie, en vérité, c'est juste cataclysmique pour un club comme l'OM, qui d'ailleurs, si on regarde le championnat, il commence à s'éloigner très 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 dangereusement des places européennes. Je sais pas à peu près où est-ce qu'ils sont. Voilà, ils sont 9e. Monaco et pour l'instant le dernier qualifié à l'Europe, mais la course à l'Europe pour l'instant, avec un petit nouveau là qui s'insère, qui joue les troubles faites, Brest second, voilà, ils sont à 30 points l'OM, Monaco premier qualifié pour l'instant est à 38, donc ça fait quand même 8 points de retard, et Lens, Rennes et Reims pour l'instant sont devant Marseille, sachant que Lens et Rennes, surtout Rennes, ils sont dans des dynamiques bien plus positives que celles de l'OM. Donc pour l'instant, les places européennes, elles semblent assez loin, quoi. Elles semblent assez loin, mais l'OM est un peu ce dernier-là du classement, et on va dire qu'ils ne regarderont pas en bas, mais regarder en haut, pour l'instant, ça semble assez compliqué. D'autant plus que, donc, on a parlé un petit peu de cette nomination de Jean-Louis Gasset. Faut dire que les supporters, cette victoire ce soir, elle est vraiment vitale pour l'OM, parce que ils ont réussi à se mettre les supporters dans la poche. Enfin, je sais pas s'ils ont vraiment réussi à se mettre les supporters dans la poche, mais on va dire que ça rajoute du baume au cœur. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse dire, parce qu'il y a eu un communiqué. Avant le match, il y a eu un communiqué des South Winners que je vous propose de lire. Un communiqué, je vais y arriver, qui était assez violent, dans lequel notamment Benassia en prend pour son grade, c'est le moins que l'on puisse dire. Longoria aussi, les joueurs, je vous en parle même pas. Donc je vais vous proposer de le lire. Voilà. À l'attention des abonnés Winners, ce lendemain de match fut difficile encore une fois cette année. Il y a des interrogations, de la frustration, mais surtout un flou qui vient rythmer les pensées d'un passionné de l'Olympique de Marseille. Où va-t-on? Et c'est vrai que moi c'est un peu un truc que je me suis demandé, où est-ce que Longoria il souhaite aller? Bon, le premier, on va dire transfert, je sais pas comment on peut appeler ça, mais la première nomination de Marcelino.
je peux comprendre, aller un revirement de situation, un entraîneur qui part très rapidement après son nomination, c'est arrivé. C'est arrivé à Bielsa, c'est arrivé à bien d'autres et ça arrivera à bien d'autres. Donc ok, mais prendre Gennaro Gattuso, c'est vrai que moi j'ai été un petit peu timoré quand on sait ce qu'il a pas fait du coup à Naples et ce qu'il n'a pas encore moins fait à Valence. D'autant plus que les témoignages des supporters napolitains et valenciens ils étaient assez terribles à l'encontre de Gennaro Gattuso et son bilan comptable n'était pas bon. Alors oui, l'OM a eu un petit peu un regain, mais oh, franchement c'était insuffisant, et quand on voit la situation comptable à laquelle ils sont au classement, je peux comprendre que les supporters ils se demandent où va-t-on. Allez, on continue la lecture. Alors, et pourquoi faire un entraîneur limogé alors qu'il était confirmé la veille par un conseiller sportif dont nous ne comprenons pas la venue. Donc Mehdi Benassia, on prend pour son garde encore une fois, un duo d'entraîneurs mis en place pour réussir le maintien qui est passé par d'autres clubs historiques français évoluant en Ligue 2. Ouais, alors petite mal perdue pour Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui a fait ce qu'il a pu. Bon, après, c'est vrai que la nomination de Jean-Louis Gasset, elle est un petit peu discutable. Première réussie pour lui, mais c'est vrai que cette principale expérience, c'est dans des clubs qui sont aujourd'hui en Ligue 2, et il sort d'une canne pas franchement réussie. Donc sur le papier, je comprends que ça puisse faire tiquer. On continue. Tout ceci interroge nos dirigeants, aurait-il pour but de détruire notre club ou est-ce de la simple incompétence? Bon, ça je pense que ils vont peut-être un petit peu loin. Je pense pas qu'un dirigeant de foot nécessairement, qui plus est Pablo Longoria, qui a vraiment cette image-là d'un gars qui surkiffe le foot. Moi j'ai souvenir de story Instagram de lui, le gars c'est 4h du matin et il regarde une rediffusion de je sais pas quel match en slip. Bon, on l'a tous déjà fait, mais lui il a vraiment cette image-là de supporters de foot. Donc détruire le club, je pense que c'est un peu trop loin. Après, peut-être que c'est vrai, il y a des magouilles, on n'est pas au courant, et je pense que c'est le cas. Mais en tout cas, rien ne le prouve pour l'instant. Mais détruire le club, je pense que c'est peut-être un petit peu gros. On continue la lecture. L'oncle Picsou, il serait temps de vendre notre club, qui n'est en aucun cas une franchise américaine où les supporters sont de simples clients. Bon, c'est ce qu'on disait, sans doute doit y avoir des... Bon, ça, là, c'est une balle perdue pour McCourt, hein, ça n'a rien à voir. Mais oui, les supporters de l'OM, déjà, c'est pas des supporters banaux, c'est pas des... banaux, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est pas des supporters comme tous les autres. Et il serait temps de partir, nanana. Donc, on continue la lecture, maintenant encore. Le Don Pablo, il serait temps de repartir dans l'ombre du milieu du football où arrangements et magouilles sont dissimulés. Votre communication n'est plus maîtrisée et votre contrôle systématique est devenu fantomatique au sein de notre club. L'entraîneur ne changera rien, qui que ce soit à ce poste actuellement ne peut rien faire. Bon, en vrai, Jean-Louis Gasset, pour l'instant, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Premier match plutôt réussi, je le redis encore, mais c'est vrai que un entraîneur, ça change pas grand-chose. L'entraîneur, on le dit souvent, c'est la tête la plus facile à faire sauter. Là, un entraîneur qui part, comme Gennaro Gattuso, je pense pas que Jean-Louis Gasset va faire foncièrement mieux. En tout cas, c'est mon avis. Pour l'instant, j'ai l'impression que le problème à l'OM, il est beaucoup plus profond que simplement des joueurs qui sous-performent et un entraîneur qui, pareil, n'arrive pas à tirer le meilleur de ses joueurs. Et j'ai l'impression que le problème à l'OM, c'est peut-être Longoria et peut-être Benassia, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être que l'entraîneur n'est pas vraiment l'unique problème. On se replonge dans la lecture une nouvelle fois. L'entraîneur ne change rien, donc c'est ce qu'on était en train de dire, et de toute façon un entraîneur qui la valse dans des entraîneurs là, à l'heure actuelle, enfin, c'est vraiment un aveu de faiblesse, quoi. Et la communication pas maîtrisée, c'est vrai que Longoria disait que il avait totale confiance en Gennaro Gattuso, et du jour au lendemain, au revoir, merci Gattuso. Bon. Communication. Les joueurs, quant à vous, simples mercenaires ou joueurs surcotés dans les années à l'OM, représentent les plus beaux salaires de vos carrières. Il est temps de partir et de ne plus jamais s'associer à notre image. Le Club Med ou la Commedia dell'arte, c'est terminé, la mascarade a trop duré, car ceux qui sont humiliés pour toujours, c'est nous. Bon, et après, voilà, il insulte un petit peu, on va pas dire qu'ils insultent un petit peu les joueurs, mais ouais, les South Winners, très remontés. Alors, à qui la faute? Vraiment, pour l'instant, dans cette situation de l'OM, difficile de hiérarchiser vraiment à qui la faute quand la situation elle est autant terrible, mais c'est vrai que Longoria, Benassia, pour l'instant, même si c'est eux qui font sauter la tête de l'entraîneur, c'est peut-être les plus fautifs, bien plus que de simples joueurs qui sous-performent. Bon, ce match contre l'OM, on y vient, on a fait 10 premières minutes sur le contexte dans lequel est arrivé l'OM. Il y avait eu quelques comment dire, polémiques ici et là, notamment justement la sortie de Benassia qui tacle Klose. C'est pour ça qu'il parle de communication non maîtrisée, je vais y arriver. Et ouais, moi je trouvais ça un petit peu bizarre. Bon, c'est arrivé, en tout cas, ce qui est passé n'est plus à passer, bref, je sais plus ce que je dis. En tout cas, on continue, parce que cette équipe de Shakhtar, elle était largement prenable. Alors, cette équipe de Shakhtar, c'est une équipe qui, si on regarde dans
dans le classement ukrainien, elle est pas très bien située. Je crois qu'elle est 4ème si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une équipe qui était largement prenable, assez frivole défensivement, on en a eu l'illustration, 4ème de son championnat. Bon, la différence elle est plutôt acceptable. Ils ont surtout une meilleure attaque qu'une meilleure défense. Mais 4ème, bon après ils ont joué que 15 journées, ok, il y a quand même largement la capacité de revenir premier et de dépasser les 3 premiers. En vrai, je vous dis la vérité, je connais aucun club à part Dnipro, parce que Artem Dovbyk, le buteur de Girona, vient de Dnipro. Donc ouais, c'était une équipe de Shakhtar qui, en plus de ça, avait joué très peu de matchs officiels en 2024. Bah en fait, son seul match officiel en 2024... Ah non, c'était pas celui-là. Bon, c'était pas celui-là. Ouais, allez, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Bon, en fait, c'était des matchs amicaux, c'était pas des matchs officiels, mais bon, c'était des matchs qui n'étaient pas en intensité européenne. Et ouais, le premier match officiel du Shakhtar, c'était déjà le 16e de finale aller de Ligue Europa contre Marseille. Une équipe de Shakhtar, donc, qui a été assez frivole défensivement, et on l'a vu dans ce match-là. Shakhtar a eu des occasions, a eu de quoi marquer, de quoi planter, bien que ça n'a pas été l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions, mais Shakhtar n'a pas assez planté et s'est fait sanctionner par un Olympique de Marseille qui était pas mauvais. Alors on va faire ce petit débrief là avec les notes que j'ai prises, parce que bien sûr on prend des notes, on est assez rigoureux ici. On est assez rigoureux, et ce match là il avait commencé alors que l'OM, très sincèrement, n'a pas vraiment bien débuté ce match. Ce match-là, il débutait alors que déjà le match débutait alors que le Vélodrome, ils avaient accueilli. Bon, on a vu le communiqué. Le match débutait alors qu'il y avait une ambiance très pesante dans ce stade du Vélodrome. J'y étais pas, hein, mais de ce qu'on a pu voir, c'est vrai que l'ambiance elle était assez pesante. Et donc ce match-là, il commence très mal pour l'OM. Penalty, Klose qui se saborde. Il n'était pas déjà là au premier duel. Je m'en souviens de lui, la première fois qu'il est soit normal, reviens sur la bonne scène. Le premier duel, il n'y est pas au marquage, et le deuxième duel, il arrive en retard, et il fauche son joueur, je sais plus exactement qui c'est, mais ouais, Klose qui se saborde, et peut-être que ce qu'a dit Mehdi Benassia à son égard, ça a dû jouer un rôle. En tout cas, je pense que ça a dû jouer un rôle dans sa tête, parce qu'il a dû cogiter pendant tout le match, ça, il n'y a pas à en douter. On continue, donc forcément, Soudakov qui met le penalty, il n'a pas trop galéré, hein, on va dire, penalty simple. Surtout pour Soudakov, un joueur de si grande qualité. Il a fait 10 minutes de... J'ai été choqué sur ces 10 premières minutes, mais en fait c'est la quasi-totalité du match qui m'a choqué de ce mec-là. On l'avait déjà vu en Ligue des Champions, hein, Soudakov, qui est juste là, 7,2 noté à la mi-temps par FootMob. On le verra un petit peu après. Ouais, Soudakov qui a été vraiment pas mal, 10 premières minutes de grande classe techniquement, il a distillé de super ballons, et c'était un joueur que ça me faisait plaisir de revoir honnêtement, et c'est un joueur qui a fait vraiment un match de grande classe, sans doute le meilleur ukrainien. Bon, Marseille était pas trop bien rentré dans le match, ça c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai trouvé que sur les 10 premières minutes, en vrai ça allait, le match était plutôt, on va dire, équilibré, c'était un rapport de force où des deux équipes était vraiment en train de se neutraliser. Marseille était dans l'intention, mais ce but-là a vraiment mis un coup de marteau, pardon, et pas, ça me fait penser à la canne, coup de marteau, mais vraiment, ça a vraiment mis un coup de massue derrière la tête des joueurs olympiens, et très vite après, la bataille du milieu de terrain, elle a été gagnée par l'entrejeu du Shakhtar, parce que ce milieu-là, Unai Kondogbia, il a été, dans les premières minutes, très bien contenu par Bondarenko, Taras Stepanenko, l'éternel Stepanenko, qui, bon, malheureusement, est à l'origine d'un des buts de l'OM, parce que c'est lui qui fait faute sur Aubameyang, mais Bondarenko qui a pas fait non plus un mauvais match, mais bon, il s'est éteint très vite, mais après ce penalty, c'est vrai que la bataille du milieu de terrain, elle a été gagnée par ces trois gars-là, et Unai, j'ai eu pas mal de difficultés, enfin, c'est pas moi qui ai eu des difficultés, mais lui, il a eu vraiment des difficultés à se repérer dans l'entrejeu, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il a pas été très bon, alors que Kondogbia a été meilleur. Voilà, j'ai écrit ici, Unai n'y est pas. Je comprenais pas trop ce qu'il faisait, ses décisions, il n'avait pas toujours les meilleurs choix. Bon, au final, il est sorti à la fin. Je pense que Unai a été mis simplement parce que Verretou n'était pas apte à jouer. Hein. Je pense que si Verretou avait été apte à jouer, Unai n'aurait pas été titulaire. Et en tout cas, Verretou avait 30 minutes dans les jambes, il en a joué 30. Bon. Le match, j'ai écrit que c'était le match de la frustration aussi, parce que Gigot a pris un carton jaune après 30 minutes.
Après 30 minutes, Gigot, ton capitaine, ton défenseur central, prend un carton jaune, et puis j'ai trouvé que sa réaction elle était assez phénoménale. Gigot qui prend un carton jaune au bout de 30 minutes, c'est pas bon signe, surtout que tu te dis le gars il va devoir défendre encore 60 minutes, 65 avec le temps additionnel. Ouais, c'était le match de la frustration parce que l'OM était vraiment poussif sur ce début de match. L'OM, il faut dire les choses, l'OM était horrible. L'OM a été poussif, l'OM a galéré, l'OM a été battu au milieu de terrain, l'OM n'a pas été dangereux et l'OM était en difficulté défensivement. Donc sur ce début de match, c'était pas facile pour l'OM et c'est pour ça que j'ai écrit c'est le match de la frustration parce que sur les 10 premières minutes, je me dis non, ok, faut vraiment pas pour les Marseillais que ça soit ce scénario-là qui arrive. Mais au final, Aubameyang qui remet les Olympiens dans le match et qui devient le meilleur buteur de l'Europa League, à juste titre d'ailleurs. On le voit ici sur ce classement, Aubameyang a 31 réalisations qui dépassent Falcao. Puis je pense qu'il ne sera pas rattrapé. Falcao, oui, je ne sais même pas s'il joue encore Falcao. Je crois, mais je suis même pas sûr qu'il joue encore. Harit Doris, il a pris sa retraite. Lukaku, bon, voilà, Lukaku, je pense pas qu'il a vocation à jouer l'Europa League, quoique. Monas Dabour, j'aime bien, mais je crois qu'il jouera plus l'Europa League. Gamero peut-être avec Strasbourg, la Gazette Zeko, bon voilà. Aubameyang qui devient donc le meilleur buteur de l'Europa League, le top scorer de ce championnat. D'ailleurs, il met un magnifique but et il le remet dans le match, alors que voilà, comme j'ai écrit, l'OM commençait à tomber dans un faux rythme et le Shakhtar vraiment imposait sa philosophie, j'aime pas trop ce terme, mais disons que ils avaient la maîtrise du match. Avec et sans le ballon, ils étaient là dans l'intensité, dans les intentions, et plus que l'OM. Harit, j'ai trouvé très juste aussi, ça c'est un de mes points que j'aimerais bien mettre, 7.3, je crois que c'est le minimum. Peut-être qu'ici, ils le mettent un peu en dessous de 7.3, ils le mettent à 6.9, ça c'est sur WhoScored, mais ouais, il a été très bon, il a été un des premiers Olympiens, après le but de Aubameyang, à réimpulser une dynamique qui a permis à l'OM de se remettre très justement dans le match. Après j'ai mis Kondo regagne 2-3 duels à l'image de sa frappe. Bien sûr Kondogbia qui a suivi un petit peu la dynamique réimpulsée par Amin Harit. Et c'est important d'avoir des cadres comme ça, comme Kondogbia, comme Amin Harit qui, voilà, quand ça va pas bien, c'est les gars qui ont de l'expérience. Bon, Amin Harit un peu moins, mais tu vois, un gars comme Aubameyang, un gars comme Kondogbia, c'est des gars qui ont de l'expérience en Europe. Et c'est important d'avoir des leaders comme ça dans un effectif sur lequel tu te reposes, sur lesquels quand ça va moins bien, tu sais que eux peuvent potentiellement réinstaurer une dynamique. Et en tout cas, c'est ce qui a été fait par ces gars-là, ça a été très bien fait. Et donc Kondogbia qui a fait un match taille patron, je ne l'ai pas mis ici, si je l'ai mis juste là, voilà, Kondogbia taille patron, on verra sa note à la fin, mais à première mi-temps, il se retrouve déjà à 6-7 de notes. Et puis si on regarde également, je crois, alors ça c'est dans les dépossessions, on regarde ici dans les tacles, Kondogbia c'est le deuxième joueur qui réalise le plus de tacles réussis, 4 tacles et 4 réussis à la fin de la première mi-temps. Donc c'est à dire que sur la deuxième mi-temps, j'ai même pas les chiffres, mais ça doit être encore plus. Le premier étant Taras Stepanenko, mais quand ton équipe a la moins l'impossession, ah non, quoique non, à la fin de la première mi-temps, c'était plus le Shakhtar qui avait la possession. Mais bon, Kondogbia énorme, 4 récupérations, et Stepanenko 5. Bon, deuxième gars qui récupère le plus de ballons, 4 récupérations sur une mi-temps, c'est respectable. Comme je l'ai dit ici, le match du Shakhtar s'est éteint après le but de Aubameyang, ils n'y étaient plus. Dans l'intensité, ils n'y étaient plus. Le seul joueur qu'on a vu, c'était vraiment Soudakov, sur qui... je ne vais pas dire que je tombe amoureux, mais voilà, Bondarenko, on l'a pas vu. De toute façon, Sikan, on l'a pas vu du match. Et Guinaldo a eu 2-3 opportunités, mais globalement, on l'a pas vu non plus. Et puis, finalement, les sorties de balles et le pressing haut de l'OM s'est révélé être très efficace. Et à la fin de cette première mi-temps-là, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que, voilà, l'OM, pour l'instant, voilà, rien n'est fait. Mais dans la physionomie du match, l'OM doit le faire et peut largement le faire. Le Shakhtar s'est rapidement fait éteindre. Mais attention tout de même, parce qu'avec Guinaldo ou Soudakov, et peut-être Bondarenko que l'on n'a pas encore beaucoup vu, l'OM peut se faire punir. Et c'est vrai que moi j'avais un petit peu cette impression-là. Je me disais, ok, l'OM pour l'instant, ça joue très bien. Ils sont à la maîtrise, ils ont le match entre leurs mains. Le Shakhtar se fait éteindre. Ils y étaient dans les intentions, ils n'y sont plus. Ça fait 1-1. 3-3 je crois au cumulé des deux matchs. Il faut punir, se mettre à l'abri parce que l'OM
c'est imprévisible, les gars n'ont plus gagné de match depuis Ben Luriet, c'était le premier match de l'année 2024, c'est le seul qu'ils ont gagné finalement l'année 2024. Donc l'OM était très 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 imprévisible, et c'est là que je me dis, et si ça finissait quand même au tir au but, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que si ça finit au tir au but, la dernière séance de tir au but que l'OM avait disputée, c'était contre Rennes, et c'était une défaite en 16e de finale de Coupe de France. Donc voilà ce que je me dis à la fin de cette première mi-temps. Globalement, en gros, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Les dépossessions, je voulais dire que voilà, Soudatkov, c'est le deuxième joueur qui est le plus dépossédé. Pourquoi dans cette première mi-temps? Pourquoi c'est le deuxième joueur qui est le plus dépossédé? Parce que c'est aussi un des joueurs qui prend le plus d'initiative dans cette équipe ukrainienne. Offensivement, on a peu vu Eginaldo, on a peu vu Bondarenko et Zubkov, on l'a vu qu'en seconde période. Bondarenko, ça a été très compliqué, il a une dépossession. Sikan, on l'a pas du tout vu, il a vraiment quasiment jamais été connecté. Aussi parce qu'il a été bien, la relation entre Soudatkov, Bondarenko, tout ça, elle a été bien coupée. Cette relation-là, ici, elle a été bien coupée par un Kondogbia qui occupait plus un poste, je dirais pas de sentinelle, mais voilà, il était très 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 axial, et Unai et Verretou, ils étaient plus là, parce qu'en seconde période, oui, Verretou est rentré. Et bon, ça a changé pas mal de choses. Le retour des vestiaires, il était plus compliqué pour les Olympiens quand même, parce que Shakhtar est revenu remettre de l'intensité avec des intentions, voilà, il s'était fait éteindre sur cette première période, et ça ne m'étonnerait pas que dans les vestiaires, il se soit pris une soufflante, parce que vraiment, Shakhtar s'est vraiment fait éteindre sur cette première période. Et je pense sincèrement que ce bon vieux Marino Puzic, l'entraîneur de Shakhtar, il a dû leur mettre une soufflante. Parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment bien revenus. Ils sont revenus, et c'est là que je me suis dit, attention à l'OM, attention à pas s'endormir, parce que ce que vous avez fait c'est bien jusqu'à là, mais il faut continuer sur ce rythme. Et c'est vrai que la sortie de balle du Shakhtar, elles étaient bien bloquées, mais en début de seconde période, elles étaient mieux réussies. Parce qu'aussi, l'OM, il faut le dire, a pressé. L'OM a pressé, ça je ne l'ai pas encore mentionné, mais l'OM a pressé et haut, et surtout l'a bien fait. Au début, sur les 15 premières minutes, en fait jusqu'au but, je trouvais que le pressing il était plutôt désorganisé. Au final, ça s'est révélé être assez efficace, parce que les sorties de balle du Shakhtar étaient aussi un peu compliquées. Et c'est là que j'ai écrit l'OM doit punir, parce que l'OM perd du coup la maîtrise de ce match avec et sans ballon. Ça je le dis toujours, c'est quelque chose de très important. La maîtrise du match, c'est pas forcément avoir le ballon. La maîtrise du match, c'est être, je sais pas, c'est un truc un petit peu mental, c'est une physionomie, voilà, je sais pas vraiment de définition à donner, mais c'est quelque chose que tu sens. Perdre la maîtrise du match, c'est quand, oui t'as le ballon, oui tu l'as pas, mais quand t'as la maîtrise du match, tu sais que le match il est entre tes mains, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, si t'as pas le ballon, tu sais que l'autre équipe, tu peux annihiler quasiment toutes ses actions, parce que t'es mieux qu'elle défensivement et offensivement. Voilà ce que c'est la maîtrise du match. Et l'OM l'avait perdu un petit peu en début de seconde période, là quasiment retrouvé sans grande difficulté. J'ai écrit aussi Bamo Maïté, voilà, c'était pas facile tous les jours. Bamo Maïté, il a fait un match assez catastrophique. Sur la fin de la première période, Bamo Maïté, il chope une note très compliquée, 5-9, c'est le pire joueur de l'OM. Klose est pas loin devant, mais franchement, Klose, Bamo Maïté, je pense que sur l'ensemble du match, Bamo Maïté a fait un meilleur match que Jonathan Klose. Klose qui a vraiment été terrible, à l'image de son penalty, mais même avec le ballon, il a quasiment réussi aucun centre, je crois. J'ai pas la stat, mais je crois qu'il a réussi aucun centre. Il a apporté très peu de danger, et défensivement, il a été assez dépassé par Eginaldo, qui a pris très rapidement le dessus. Et après, bon, Eginaldo, ça va qu'il n'a pas non plus été très dangereux, mais Klose aurait pu causer encore plus de tort à l'OM. Donc voilà, c'est ici que j'ai réécrit cette histoire de reprendre le contrôle. Ils doivent revenir dans le match, sinon punition s'en suivra, parce qu'il ne manque pas grand chose à Shakhtar. C'est vrai que Shakhtar était vraiment revenu, et c'était aussi la période où Zubkov, qui a fait vraiment mal au match aller, et Konoplia, ce côté droit, il commençait un petit peu à se déployer, et j'étais curieux de voir comment Merlin et Bamo Maïté allaient réagir. Bon, plutôt bien, parce qu'après Zubkov c'est un gaucher, donc il aimait bien quand il était ici, au lieu de passer ici, il se retrouvait plutôt à passer ici, souvent à faire des passes inter, et puis quelquefois Konoplia a débordé, mais ça a été l'espace de 5 minutes, quoi. Ça a été l'espace de 5 minutes, ça a été très peu, trop peu en tout cas. Et c'est ici que sourire aux lèvres quand je vois que changement se prépare. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, quand changement se prépare, et je me trompe à chaque fois, quand changement se prépare, il y a toujours 1-1, rien n'est fait.
rien n'est fait. Unai, c'est compliqué. En tout cas, il a plus autant d'influence que ce qu'il avait. Et quand même, Unai en a eu l'influence, il n'a pas été exceptionnel. Hein. Moi, je tiens à le dire, il n'a pas été exceptionnel. Unai, je commence à me poser des questions parce que il a beaucoup parlé du fait qu'il n'était pas dans sa position préférentielle et que ça expliquait une part de ses contre-performances à l'OM, moi je pense simplement qu'on est encore dans un cas de figure d'un gars qui arrive au mercato après une Coupe du Monde et on le sait, c'est un nouveau cas quoi. Quand tu achètes un gars après une Coupe du Monde, il y a très peu de chances pour qu'il soit autant performant que ce qu'il était à la Coupe du Monde. Je pense qu'Unai, on se dirige plutôt sur ce cas-là. Reste à voir, je lui laisse le bénéfice du doute, mais c'est vrai que pour l'instant, le bénéfice du doute, on lui a quand même laissé pendant pas mal de saisons. Donc Verretou est rentré, Verretou, voilà, il était blessé, enfin en tout cas on le pensait blessé, et il a fait vraiment du bien. Il a fait vraiment du bien, je crois que un de ses premiers ballons, c'est un centre assez dangereux, sur lequel Aubame peut couper et peut mettre un but. Au final, ça se passe pas, mais voilà. Et puis Moumbagna, qui est sorti également à la place de Ismaïla Sarr. Moumbagna, pardon, j'ai trouvé bon aussi pour un de ses premiers matchs. Moumbagna pas mauvais, dans le jour de but il a vraiment pas été mauvais aussi, il a réussi à conserver pas mal de ballons. Bien sûr il y a ce penalty, c'est le fait de jeu de la mi-temps, mais bon pour moi il n'y a pas vraiment penalty, j'ai écrit qu'il y avait penalty en fait, j'ai écrit ici je crois sur le débrief, enfin mes notes de la fin de la première qu'il y avait penalty, ouais voilà je dis ici il y a clairement un péno sur Moumbagna, heureusement qu'il check c'est le minimum, pour moi à ce moment là je me dis mais c'est normal qu'il check. Et en fait, après revisionnage, à la mi-temps, en réfléchissant, c'est vrai que c'est compliqué de siffler penalty, parce qu'Aminarit, après, arrive, et on peut considérer qu'il y a avantage. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être un petit peu léger pour siffler penalty. Donc je peux comprendre que le penalty n'ait pas été sifflé, en vrai, mais ça m'aurait pas choqué s'il l'avait été aussi. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, physiquement, je m'étais vraiment demandé qui allait tenir le match. Parce que voilà, l'OM enchaînait les matchs, l'effectif n'avait pas été changé depuis pas mal de temps. On se souvient que Gennaro Gattuso avait vraiment son 11 type en tête, et je m'étais demandé, est-ce que l'OM qui enchaîne les matchs, qui plus est les défaites, donc mentalement, voilà, je vous fais pas la matrice, mais qui de l'OM ou le Shakhtar va physiquement l'emporter ? Le Shakhtar qui enchaîne les matchs amicaux, donc avec un rythme bien plus faible, ou qui de ces deux équipes-là, avec l'OM qui a des matchs semaine après semaine et qui là enchaîne les matchs depuis le début de la saison quasiment tous les 3 jours, va l'emporter ? Est-ce que c'est une équipe fraîche ou est-ce que c'est une équipe qui enchaîne ? La réponse c'est que c'est l'équipe qui a enchaîné qui a gagné le match. Après, le Shakhtar a peut-être été dépassé physiquement, je sais pas si c'est vraiment la raison principale qui explique leur défaite, mais le Shakhtar a pêché, et c'est là que Sarr arrive, coaching gagnant, le premier coaching gagnant de Jean-Louis Gasset. Et puis en plus c'est Verretou qui met ce ballon, donc double coaching gagnant, but de Sarr le rentrant à la place de Moumbagna, et passe décisif de Verretou qui est rentré à la place de Unai. Double coaching gagnant, ça fait plaisir parce qu'il y avait aussi un espèce de faux rythme qui est en train de se mettre. Voilà, le Shakhtar qui commençait à reprendre, même si l'OM et le Shakhtar, j'ai trouvé que ces deux équipes-là ne mettaient pas autant d'intensité que ce qu'ils en avaient mis en première, et c'est normal. Dans des matchs, il y a toujours des temps faibles, mais là on était vraiment dans un vrai temps faible pour les deux côtés, et l'OM a su en tirer profit parce que Ismaïla Sarr, avec cette reprise de volée, qui est un véritable geste technique et qui est pleine d'abnégation et de détermination, presque de frustration, l'OM prend l'avantage. Et je me suis dit, ok, quel scénario on va avoir maintenant ? Est-ce que c'est une équipe du Shakhtar qui va se livrer Est-ce que c'est une équipe du Shakhtar qui va remettre la gomme, qui va reprendre le contrôle du match, qui va remettre de l'intensité, qui va represser haut, qui va réaccélérer ? Pas du tout. C'est une équipe du Shakhtar qui a essayé d'avoir une réaction, mais cette réaction-là, elle a été vraiment limitée par l'OM, et ça c'est une bonne nouvelle. Il y avait le Tchèque qui a demandé panic lim parce qu'il y avait peut-être un potentiel hors-jeu. Et bon, la VAR, on sait ce que c'est. Le Vamos, bien évidemment, pour confirmer ce but. Et il y avait une ambiance de fou au Vélodrome. C'est là qu'on a senti aussi une petite bascule. Parce que le Vélodrome, on l'a dit, dans le contexte assez spécial dans lequel l'OM recevait le Shakhtar, je me suis dit, voilà, si l'OM perd, le Vélodrome est définitivement contre ses propres joueurs, et peut-être pas l'entraîneur, parce que Jean-Louis Gasset, on va en parler un petit peu après, mais Jean-Louis Gasset, il n'est pas vraiment pour rien dans cette situation. S'il perd, en vrai de vrai, on l'a vu dans le communiqué des South Winners, s'il perd... Ils l'ont dit eux-mêmes, les South Winners, ni lui ni un autre peut faire quelque chose, donc ça, voilà. Mais je me suis dit, si l'OM perd là, c'est compliqué pour autant Pablo Longoria que pour Mehdi Benassia et les joueurs. Donc la clim qui n'est pas arrivée, elle a fait du bien à tout le monde, autant au Vélodrome que aux joueurs marseillais. Il y avait 2 minutes après un beau coup franc de Soudakov, j'avais peur qu'il en mette
une magnifique but et qui climatise l'OM. Au final, c'est pas arrivé. Pau Lopez a été rassurant, il n'a pas eu grand chose à faire. 3 arrêts, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a eu le coup franc de Soudakov, il a eu en première mi-temps une action, il avait fait un double arrêt. Je me souviens plus exactement qui c'est qui tire, mais ouais, voilà, Pau Lopez vraiment rassurant, autant pour ses coéquipiers que pour lui. Parce que c'est vrai que Pau Lopez, depuis le début de la saison, c'est pas le meilleur Pau Lopez qu'on a connu. Et puis enfin, Kondogbia qui conclut son match taille patron en marquant un but. Ça fait 3-1 pour l'OM qui assure le job. Obama est sorti en héros parce qu'il le méritait, le job était fait, et Kondogbia qui vraiment a été pour moi l'homme du match. En tout cas, c'est ce que je pense. Kondogbia a vraiment assuré, et ouais, ça fait du bien d'avoir des gars qui comme ça assurent. L'OM se rassure justement. Comme je le dis ici, Marseille est qualifié, Gasset rassuré. Je tiens à souligner la performance de Jean-Louis Gasset. Enfin, je peux pas vraiment, je sais pas si c'est pas lui qui fait une performance, mais je veux dire, pour une première, avec autant peu de temps de préparation, le gars il a été nommé mercredi à midi, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, il a été nommé mercredi à midi. Regardez le communiqué de l'OM, ah non c'est mardi à midi, pardon, mardi à midi. Donc partons du principe que l'OM fait 2 séances d'entraînement, ils ont fait 2 séances d'entraînement mercredi, bon on a qu'à dire qu'en gros il a eu grand maximum 2 ou 3 séances pour mettre en place ce qu'il a voulu mettre en place, et tactiquement c'était un match plutôt abouti. Donc voilà, plutôt content pour l'OM. Ça a été plus compliqué dans les autres matchs européens. Lens a perdu contre Fribourg, bien que Rennes ait gagné, ils ont été éliminés à la différence de but. Donc voilà, ça fait mal. Ça fait mal parce que on sait que le coefficient UEFA va vraiment compter à la fin de la saison, et la France n'est pas vraiment en bonne posture. Est-ce que Lille a joué? Lille n'a pas joué ce soir. Par contre, voilà, l'OM qui gagne, ça fait du bien, mais Toulouse est éliminé à la différence de but. Il y a eu 0-0 au Stadium. Rennes gagne 3-2 à Milan, ça fait 3-5 au cumulé des 2 matchs, donc les Bretons sont éliminés, et Fribourg qui gagne 3-2 contre Lens. Lens est donc éliminé à la différence de but, pareil, 3-2, il y avait eu 0-0 à l'aller. Donc voilà, c'était un petit débrief d'une soirée européenne pour nos clubs français. En vrai, la plupart des clubs français ont joué leur match européen, il ne reste plus que le PSG. Le PSG devrait l'emporter contre la Real Sociedad, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire, bien que la Real Sociedad c'était pas la meilleure Sociedad qu'on ait connue à l'aller, mais je pense qu'avec 2 buts d'écart, le PSG devrait se qualifier sans grande difficulté. Et donc pour les clubs français, ça sent le roussi. Ça sent le roussi, on n'aura certainement pas cette place qualificative en plus pour l'Europe l'année prochaine. Ça sera sans doute l'Angleterre, parce que c'est eux qui ont le plus de clubs engagés dans la quasi-totalité des compétitions, c'est eux qui ont le plus de chances d'aller au bout. Donc voilà, ça sent le roussi pour nos clubs français en championnat européen, et ça fait plus en compétition européenne, pardon, ça fait plus que 2 clubs français qui sont en lice, Marseille et Paris. Marseille, on se doute qu'ils iront pas au bout. C'est pas un grand Marseille qu'on a vu aujourd'hui malgré leur victoire. Et puis c'est une mission sauvetage, comme l'a dit à maintes et maintes reprises Jean-Louis Gasset. Et puis Paris, on a du mal à les voir au bout aussi quand on voit l'adversité qu'il y a en Champions League. Donc voilà, Marseille qui se rassure, Paris qualifié, comme je l'ai dit ici, Marseille est qualifié, Gasset est aussi rassuré. Voilà, on sera là pour débriefer la suite de l'Europe, on sera là pour débriefer la semaine prochaine les matchs retour, le Real, le Barça, on débriefera, pardon, ça veut rien dire débriefera, c'est la fatigue, on débriefera un petit peu tout ça, tous ensemble, et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit débrief, post-match, un petit peu à l'arrache, je voulais faire un stream, pour ceux qui sont passés sur le stream, ça n'a pas fonctionné, la connexion est compliquée, c'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est pas grave, on fait comme on peut, on se retrouve donc nous la semaine prochaine, peut-être pas ce week-end il y aura peut-être quelques petites vidéos, voilà, je vois qu'il y a un petit Chelsea-Liverpool à 16h ce dimanche, je vois qu'il y a pas grand chose à part un Bayern, la Leipzig ou un Arsenal, Newcastle ce samedi, peut-être pas ce week-end, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Sur ce, ça fait déjà 33 minutes que ça tourne. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, on verra quand, le calendrier nous dira selon les matchs, et puis bisous, merci d'avoir suivi ce débrief, salut, ciao ciao.